Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tétrapharmakos, le premier d'une série de 2 consacrée à Aristote et sa notion du bonheur. Pour ce philosophe du IVe siècle avant notre ère, le bonheur est le bien ultime de l'homme, mais qu'il ne peut réaliser pleinement sans la communauté humaine, la communauté politique. C'est Anne Merker, agrégée de philosophie, professeure des universités en philosophie antique, ancienne doyenne de la faculté de philosophie de l'université de Strasbourg, qui est mon invitée et avec qui nous allons donc en parler pendant 2 émissions. Anne Merker a notamment publié La vision chez Platon et Aristote, paru chez Academia en 2003, Une morale pour les mortels, l'éthique de Platon et d'Aristote, aux Belles Lettres en 2011, pour lequel elle a obtenu le prix Joseph Saillet 2013, Académie des sciences morales et politiques, puis Le principe de l'action humaine selon Démosthène et Aristote, Hérésis et Prohérésis, toujours aux Belles Lettres en 2016, et Aristote, une philosophie pour la vie, chez Ellipse en 2016. Elle a édité les textes philologiques de Nietzsche aux Belles Lettres, dont Platon paru en 2019, Rhétorique en 2020, et le dernier qui vient de paraître début octobre de cette année, La joute d'Homère et Hésiode. Madame Merker, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Nous nous intéressons aujourd'hui à Aristote, l'une des figures majeures de la philosophie antique dont vous êtes l'une des spécialistes. Pouvez-vous commencer par nous présenter l'homme Aristote, ses origines, sa formation ? Alors très volontiers, Aristote, donc comme vous l'avez rappelé, est l'un des plus grands philosophes de l'Antiquité classique, grecque classique. Il a vécu au moins IVe siècle. Et on l'appelle en général Aristote de Stagire, ou on dit même parfois le stagirite, ce qui indique sa cité ou ville de naissance, donc en moins 384, moins 383. Et Stagire était une colonie grecque dans une région qui était à l'époque sous domination macédonienne. Ce qui a pu donner lieu à quelques interrogations sur le caractère authentiquement grec ou non d'Aristote, et ce qui peut aussi expliquer que la vie d'Aristote est liée certes à la Grèce et va être liée à Athènes, dont je vais parler dans un tout petit instant, mais est liée aussi en partie à la royauté macédonienne. Alors en effet, Aristote arrive à Athènes, où il va étudier auprès de Platon. Il a, selon les sources, il a 17 ans ou 18 ans, donc on est aux alentours de moins 367, et il va rester une vingtaine d'années auprès de Platon dans l'académie fondée par Platon. Et à la mort de Platon, vers 347, Aristote part, quitte Athènes. Il faut dire qu'en fait, de manière assez étonnante, sa vie et ses voyages sont un peu scandés par des morts. Il y a la mort de Platon et il part, il y aura la mort de Philippe de Macédoine, le roi de Macédoine, il va partir, et on aura aussi la mort d'Alexandre qui va le pousser à partir. Alors, dans l'ordre, cette mort de Platon, et qui fait qu'Aristote part d'Athènes, il se rend chez Hermias à Assos pendant quelques années, il va séjourner ensuite à Mytilène, et dans la région d'Asie mineure, où on considère d'ailleurs qu'il aura pu avoir l'occasion de faire un certain nombre d'observations zoologiques, notamment sur les poissons, ou de recueillir des informations précieuses qui vont après se retrouver dans son corpus zoologique qui est extrêmement important. Et donc il y aurait un séjour ensuite en Macédoine, auprès du roi Philippe de Macédoine, pendant environ 8 ans, et on lui prête à ce moment-là d'avoir été précepteur du fils de Philippe de Macédoine, à savoir Alexandre, qui deviendra plus tard Alexandre le Grand. Alors Alexandre aurait à cette époque 13 ans. Je précise tout de suite qu'il faut faire attention à tout ça parce qu'on n'a pas de renseignements absolument certains, qu'il y a toujours une tradition qui veut un peu romancer et prêter toujours au grand de ce monde des éducateurs à leur hauteur, et que
les informations entre guillemets qu'on nous transmet peuvent être un petit peu augmentées par la légende et la Ah oui. romance. Ah oui. Bon, on considère qu'il est à peu près indubitable qu'il aurait été précepteur d'Alexandre, mais il n'en reste pas moins qu'à l'époque, Aristote n'était pas ce qu'est pour nous aujourd'hui Aristote, parce qu'Aristote Oui. n'était pas encore le grand philosophe qu'il allait devenir. Il avait étudié auprès de Platon, mais il n'avait pas encore fondé sa propre école, le lycée, etc. En effet, c'est à la mort de Philippe de Macédoine, donc vers 335, que Aristote revient à Athènes. Donc il fait son deuxième séjour à Athènes et qu'il fonde sa propre école qui va s'appeler le lycée. Et il y restera 12 ou 13 ans selon les sources. Et ça a sans doute été une époque de très intense activité intellectuelle. Non pas que les précédentes aient été pas intenses, mais enfin, quand on fonde comme ça une sorte... c'est presque un peu une première petite université, un premier centre de recherche, avec sans doute la première, enfin c'est toujours délicat de dire la première ceci, le premier cela, mais peut-être même la première bibliothèque scientifique, de corpus, vraiment, c'est un moment important. Aristote est important du point de vue de l'évolution, de la manière de pratiquer la science et la philosophie. Donc ce centre a été très important et Aristote, d'une certaine manière, va devenir pleinement le grand philosophe qu'il est pour nous aujourd'hui. À la mort d'Alexandre en 323, là Aristote, qui est quand même lié au moins de réputation à la Macédoine, sent qu'il vaut mieux pas trop traîner à Athènes, et il va à Chalcis. Il mourra l'année d'après, enfin il meurt à 62 ans en 322 à peu près, 322-321. Voilà pour son parcours de vie. Alors peut-être que je peux parler un petit peu davantage maintenant de lien avec Alexandre et la Macédoine. Oui, et après on reviendra à Platon, parce que ça c'est quand même important, la filiation. D'accord, tout à fait. Alors je voudrais juste dire quelques mots sur Alexandre. Encore une fois, les relations sont un peu romancées, mais j'invite vos auditeurs qui peuvent s'intéresser aux relations entre, plus largement d'ailleurs, les philosophes et Alexandre, à lire le texte de Plutarque. Plutarque a écrit des vies, et parmi les vies, il y a la vie d'Alexandre. Et Alexandre, donc comme macédonien, alors est-ce que la Macédoine était vraiment partie de la Grèce ou pas, c'est tout un débat. Mais enfin, c'est quand même autre chose que la Grèce des cités. Son père a réduit les cités à sa propre suggestion. Enfin, il les a soumises. Donc, l'indépendance est fortement menacée. Et son fils Alexandre, comme on le sait, est un très grand conquérant, fulgurant. Il fait des conquêtes absolument fulgurantes. Et il y a ce mouvement, on va dire, pour le dire simplement, par ces conquêtes de mélange entre l'hellénité et l'élément barbare. Et un philosophe comme Aristote était très très réticent. Aristote a beaucoup théorisé la supériorité, n'est-ce pas, des Grecs sur les barbares. Et par ailleurs, Alexandre lui-même a sans doute commis quelques erreurs importantes, en tout cas aux yeux des philosophes. C'est qu'il s'est un peu laissé aller à une forme d'hubris et d'assimilation de son propre pouvoir à un pouvoir de type perse et de type oriental. Et pour parler juste brièvement de cet aspect-là, il exigeait qu'on se prosterne devant lui comme devant le fils d'un dieu, voilà, pour ne pas dire, même comme vous le dites, carrément une divinité. Ça choquait beaucoup les Grecs qui avaient une tradition politique faite de beaucoup de violence, d'antagonisme, mais avec une revendication d'égalité qui a été très obstinée. Et en particulier le neveu d'Aristote, Callisthène, a été mis à mort par Alexandre parce que, l'ayant accompagné en Orient, enfin en Perse et dans ses conquêtes, il ne s'était pas plié à cette pratique de la prosternation, de la proskunésis en grec.
et il avait refusé, et ça donne le tempérament d'Alexandre, qui Bien sûr. l'avait pris en hostilité. Eh oui. Voilà, alors il y a beaucoup de choses un peu romancées et très hautes en couleurs dans le récit de Plutarque, la vie d'Alexandre, et Ouais. que je recommande, qu'il faut lire évidemment avec beaucoup de recul critique, mais tout ne peut pas être faux, voilà. Alors Tout n'est pas vrai, mais tout ne peut pas être faux non plus. Plutarque, il faut le rappeler, est de quelle époque? Plutarque, c'est 1er, 2e Oui. siècle, donc c'est déjà bien après, Eh c'est oui, plusieurs siècles c'est ça. après Aristote. Mais il était encore un peu plus proche des sources qu'on ne l'est Que nous, actuellement. en tout cas, voilà. Quand même Eh oui, cet avantage. c'est ça. Alors, élève de Platon, l'héritage Oui. platonicien. Il aurait dû, selon la légende aussi peut-être, ou est-ce que c'est une réalité, être le successeur de l'école de Platon? Je dirais qu'il aurait sans doute pu. Bon, maintenant, ça peut être une légende ou je ne sais pas. En tout cas, vu la stature Oui. du personnage, vu depuis notre point de vue, évidemment qu'il aurait pu et qu'il aurait dû. Et Platon a préféré confier sa succession à son propre neveu. C'est ça. Maintenant, quelles en sont exactement les raisons? Est-ce que, voilà, bon, ce sont des éventuelles bisbilles. Il faut dire que à l'aune, enfin, disons à l'échelle de l'histoire de la pensée, il est quand même assez rare d'avoir deux géants comme ça qui se succèdent de manière aussi proche. Et on sait que même les philosophes sont touchés par la vanité, peut-être même qu'ils le sont encore un peu plus que les autres, allez savoir. Et qu'en général, même un grand homme comme l'a été Platon, un immense penseur, pourrait très bien ne pas avoir apprécié qu'un de ses disciples lui fasse de l'ombre. Mais après tout, on n'en sait absolument rien. Et comme il y a aussi beaucoup de calomnies contre Platon, je préfère ne pas trop extrapoler. En tout cas, c'est un fait qu'on ne lui a pas confié la succession de Platon à l'Académie. Ce qui peut-être pour l'histoire de la philosophie est une très bonne nouvelle, puisque finalement, d'abord il est parti et il a certainement appris beaucoup de choses dans ses voyages, et d'autre part, il a fondé sa propre école. Oui, c'est ça, il avait une approche différente quand même. Exactement, sans doute tant mieux. Et donc c'était un disciple, mais un disciple très très rebelle. Cela donne deux attitudes, enfin deux directions de lecture que je crois il faut arriver peut-être pas à concilier, mais à tenir ensemble. En gros, vous avez dans les lecteurs d'Aristote et les commentateurs au fil des siècles, ceux qui vont considérer que, dans le fond, divergences entre Aristote et Platon sont superficielles et que Aristote est fondamentalement d'accord avec Platon et qu'il est facile de surmonter les divergences. Vous pouvez en avoir d'autres qui passent leur temps à dire que Aristote a tout initié et que, en toute chose, il se distingue de son maître. Je crois que les deux sont également faux, les deux positions sont également exagérées. Aristote a un génie propre, c'est un créateur de concepts exceptionnels, je ne crains pas de le dire, et encore aujourd'hui, c'est un créateur de concepts incroyables. On peut considérer qu'il est le père aussi d'une forme de spécialisation des savoirs. Sans qu'il ait formé vraiment un système, on peut dire que la logique chez lui quand même prend forme en tant que telle, la zoologie prend forme en tant que telle, la physique va être entièrement refondée, même s'il n'invente pas tout et même si en réalité, c'est vrai qu'il a une forte dette envers Platon, envers le Phédon et envers le Timée, beaucoup plus que ce qu'on peut croire au départ, mais il n'en reste pas moins qu'il fonde ou refonde la physique comme une véritable science, et ainsi de suite. Donc il a fait même l'éthique, par exemple, nous parlons aujourd'hui d'éthique comme d'une branche de la réflexion. Ça ne veut pas dire que Platon ne faisait pas d'éthique, Platon faisait sans cesse de l'éthique, mais Platon n'a pas constituer l'éthique comme une branche des études du savoir de la réflexion pleinement constituée en elle-même. Alors que chez Aristote, vous avez cet acte-là, ce geste-là, y compris avec des réflexions épistémologiques sur quel est le statut de l'objet de l'éthique, quelle est la méthode que l'on doit adapter, quel est le degré de rigueur qu'on peut lui prêter, etc. Donc,
Aristote a fait un travail absolument phénoménal, mais, et je le dis comme platonicienne, je suis avant tout platonicienne, D'accord. quand on connaît très très bien l'œuvre de Platon, on voit à quel point Aristote a une très très grande dette envers Platon et que souvent il revient à des positions platoniciennes par des détours. Ça peut être le cas sur l'immortalité Oui. de l'âme humaine, avec son apport conceptuel propre. Voilà. Alors, on connaît tous le tableau, la fameuse école d'Athènes de Raphaël, où Oui. justement Platon et Aristote sont au centre. Oui, Platon montre du doigt vers le haut, vers le oui. ciel, le monde des idées, et Aristote vers le bas, une idée plus physique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision de Raphaël? Écoutez, à titre personnel, je suis en désaccord complet. Ah, très bien. Maintenant, il n'en reste pas moins en faveur de Raphaël que, à première vue, on peut et même on doit considérer que le simple fait qu'Aristote ait fondé ou refondé, en tout cas fondé pleinement comme science la physique, c'est-à-dire Oui, l'étude de la nature, oui, oui. autrement dit, l'étude des choses et des substances soumises au devenir, soumises à la génération et Eh à la oui, destruction ou c'est ça. corruption, Mm. ce simple fait manifeste son intérêt pour effectivement la réalité qui est accessible par les sens. Oui. Donc, effectivement, et notamment, il s'est intéressé aux plantes. Bon, on a perdu ce qu'il a écrit sur les plantes, mais énormément aux animaux, y compris dans les fonctions les plus élémentaires comme la nutrition, dans les organes les plus rebutants. Donc, dans ce sens-là, oui, Aristote a invité à retourner le regard vers ce qui nous était proche, en ayant un argumentaire disant ce qui nous est proche paraît peut-être de moindre valeur que le ciel divin et que des réalités qui sont par-delà le devenir, mais elles ont leur propre beauté. Dans la nature, et en particulier dans le vivant, il y a de la beauté, et cette beauté, c'est l'organisation du vivant en direction d'une finalité et en direction de l'effectuation d'actes, d'œuvres, et finalement, cette œuvre du vivant, c'est simplement de vivre. Donc, c'est quelqu'un qui a fortement valorisé la vie des vivants mortels et qui s'y est intéressé comme tel, et pas seulement les mortels que sont les êtres humains, mais tous les autres vivants. Dans ce sens-là, le tableau de Raphaël est pertinent. Maintenant, à mon sens, c'est une erreur de croire que, ce faisant, Aristote serait moins métaphysicien que Platon. Oui. Il est tout aussi métaphysicien. Oui. Il assume la question platonicienne de la question de penser une réalité qui échapperait au devenir, et il assume donc pleinement de reprendre l'affirmation platonicienne, mais sous forme de question, et de repenser. Il n'admet pas les formes intelligibles de Platon, mais il repose la question: existe-t-il une réalité, une substance, si l'on veut, le terme technique, mais une réalité qui échappe totalement au devenir, et avec un terme aristotélicien qui ne contiendrait aucune matière. Et dans le fond, même sa compréhension du vivant implique cette métaphysique. La métaphysique d'Aristote, elle est impliquée dans sa cosmologie, elle est impliquée dans le cosmos. Oui. Alors, une petite parenthèse quand même par rapport à Démocrite, qui a vécu avant Aristote, mais dont on n'a quasiment plus rien, c'est le père de l'atomisme, et qui a également fait beaucoup de recherches, on va dire, physiques. Est-ce que Aristote en est aussi un peu l'héritier ? Alors, c'est une bonne question. Les pères de l'atomisme, Leucippe et Démocrite, on connaît évidemment beaucoup plus Démocrite, et on le connaît plus, entre autres, parce qu'Aristote a beaucoup parlé de lui. Et le simple fait qu'il ait beaucoup parlé de lui, alors que Platon le passe sous silence, même si on peut considérer qu'il y a des traces de Démocrite dans le Timée de Platon, mais Aristote parle beaucoup de Démocrite, et ce simple fait, même s'il le critique, le simple fait de cette présence de Démocrite révèle en fait peut-être le respect, ou en tout cas l'intérêt que Aristote prêtait à Démocrite. Et les textes de Démocrite étaient très abondants,
Et peut-être que si on avait gardé tous ces textes, Oui. peut-être qu'il ferait concurrence à Aristote aujourd'hui. Oui. Ça n'est pas impossible. Mhm. Et en fait, d'une certaine manière, alors pour le dire, je vais me permettre une simplification, Oui. et dire les choses un peu à la hache, on pourrait dire que Aristote essaye de dépasser une simple alternative, une simple opposition entre matérialisme Mhm. et idéalisme, d'une certaine Oui. manière. Et donc, le travail de Démocrite lui paraît certes intéressant parce qu'il y a vraiment une pensée déjà avant la Oui. lettre de la matière, Mhm. même si Démocrite n'a pas pensé le concept de matière comme tel, mais donc ça fait un contrepoids à l'insuffisance des formes intelligibles platoniciennes pour penser le sensible. D'ailleurs, ce n'était Oui. pas la fonction des formes intelligibles platoniciennes. Mais disons que Aristote va essayer de dépasser les insuffisances de chacune des deux positions. Si on explique toute la nature par la cause matérielle et par la cause motrice, par des mouvements et des corps, Mhm. en fait, Aristote considère qu'on ne va pas réussir à rendre compte de la nature. Si on n'utilise qu'une cause formelle, c'est-à-dire en fait l'essence Oui. telle qu'on peut la penser intelligiblement, etc., Mhm. on n'y arrivera pas non plus. Il faut les deux, et je parle volontiers à propos d'Aristote de la manière dont il fait une forme de synthèse créatrice. C'est Mhm. pas de Oui. l'éclectisme, pas du Mhm. tout, parce qu'il est vraiment créateur, Oui. mais dans sa créativité conceptuelle pour penser la nature, il fait la synthèse du principe formel, intelligible, immatériel qui est l'essence, qu'on peut Mhm. exprimer dans une définition, et le principe matériel et le principe moteur qui réside dans les corps, dans la matière, etc. Et c'est la richesse d'Aristote d'avoir pensé la causalité dans sa complétude, sous 4 formes. Il Mhm. faut de la matière, il faut un agent, une cause motrice, Oui. mais il faut aussi une forme qui contient l'essence, et il faut une finalité pour expliquer que le devenir n'est pas erratique et qu'il s'oriente vers la génération, la Mhm. production d'un être qui est pleinement constitué, et que cette constitution, en plus, elle se répète. Voilà. Ce qui Oui. reproche finalement à Démocrite, Mhm. c'est que dans le fond, la nécessité et le hasard, ça ne permet pas d'expliquer Oui. les formes de la nature et les formes du vivant dans Mhm. leur régularité. Dans Oui. leur régularité qui se répète. Et c'est cette régularité d'ailleurs qui permet la science, tout Oui. simplement. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, on a énormément d'écrits qui portent le nom d'Aristote aujourd'hui. Pouvez-vous, en quelques minutes, nous expliquer comment ce corpus est arrivé jusqu'à nous? Est-ce que Alors, ce sont vraiment des écrits d'Aristote ou ce sont des écrits d'élèves? Là, la question que vous posez, c'est vraiment une question majeure pour le corpus Mhm. aristotélicien, qui est vraiment celui de son statut. Déjà, simplement, vous avez remarqué, j'ai utilisé, même sans faire exprès, Mhm. l'expression de corpus aristotélicien. Oui. C'est effectivement peut-être la meilleure expression. Mhm. On a un corpus aristotélicien, ça permet de dire la majorité des textes qui sont là-dedans, on les considère comme Oui. d'Aristote, mais après Mhm. tout, ça pourrait être aristotélicien sans être pleinement d'Aristote Mhm. lui-même, Mhm. c'est-à-dire ça pourrait être issu Oui, de son école, c'est ça. soit contemporaine du maître, Oui. soit légèrement après, etc. Mhm. Pourquoi aussi on dit corpus? Parce que la grande différence avec les textes de Platon, Mhm. les textes que nous avons aujourd'hui d'Aristote ne sont pas ce qu'on pourrait qualifier au sens noble, ou en tout cas au sens plein et entier, des œuvres. Les textes de Platon sont des œuvres. Mhm. Il y a un Oui. début, Eh oui. il y a une fin. Mhm. En plus, ce sont des formes quasiment de petites pièces théâtrales. Mhm. Mhm. Souvent, Les ce sont des dialogues, les fameux dialogues dialogues. Ouais. avec des péripéties. Donc, Mhm. d'une certaine manière, la transmission des textes platoniciens aura été plus facile. Mhm. Alors que les textes d'Aristote sont fortement marqués par tout un processus de recherche qui est lié à sa méthode parfois doxographique, Mhm. souvent dialectique, Ouais. consistant à faire dialoguer les opinions de ses prédécesseurs et à essayer d'en tirer une forme de vérité qui
qui sort du débat, puisque Aristote considère et dit souvent qu'on peut jamais totalement rater la vérité. Même dans ce qui est faux, chez les prédécesseurs, il y a quelque chose, un peu comme de l'or, une petite parcelle d'or qu'on va tirer de la boue. Il y a toujours un peu quelque chose à tirer. Et donc il fait ça dans ses textes. Et puis après, il reprend la recherche vraiment à son propre compte, après avoir fait dialoguer sous forme dialectique et aporétique. Il reprend tout à son propre compte. Donc tout ça est beaucoup marqué par ce processus de recherche et il faut savoir que d'après ce qu'on nous dit, et on a quelques restes, Aristote aurait écrit des textes, des œuvres à la mode platonicienne et on aurait tout perdu. Voilà, quasiment tout. Il y a quelques restes. Et ça, c'est une grande interrogation pour moi. En tout cas, je ne suis pas assez savante pour connaître la réponse à la question de savoir comment ça se fait qu'on a perdu ces œuvres qui semblent avoir été très belles, quasiment en totalité, et qu'on a gardé ce qui finalement est le plus aride et le plus ardu. Voilà. Donc, est-ce que c'était des notes? On ne sait pas, mais je vais vous donner les hypothèses. Est-ce que c'était des notes d'Aristote lui-même pour un enseignement oral? C'est pas impossible. La facture des textes montre que on sent bien qu'il devait y avoir un complément oral. Enfin, voilà, c'est trop lapidaire, c'est allusif. Est-ce que, parfois, il y a l'hypothèse que ce serait des disciples qui eux-mêmes auraient écrit les choses, etc. Voilà. Alors, pour conclure, en tout cas, il faut assumer un statut compliqué de ces textes. Pour autant, il ne faut pas avoir non plus une lecture excessive consistant à dire que les choses ne sont pas cohérentes et multiplier des pseudo-contradictions d'un texte à l'autre. En fait, c'est beaucoup plus cohérent que ce qu'on veut parfois le dire, et que ce qui paraît peut-être un peu tâtonnant, si on croise les passages, en fait, on voit que ça se tient souvent vraiment très très bien. Très bien. Vous êtes bien sur Liberté FM dans l'émission Tétrapharmakos. Mon invité aujourd'hui est Anne Merker, professeure de philosophie antique à l'Université de Strasbourg. Et nous parlons avec elle d'Aristote. Nous avons vu dans un premier temps qui était ce philosophe du IVe siècle avant notre ère, le contexte politique et intellectuel. Nous allons aborder maintenant des aspects de sa philosophie proprement dite et commençons peut-être par sa conception de l'univers. Madame Merker, pouvez-vous nous dire comment Aristote concevait l'univers, son origine, son étendue, sa durée? Ah, vaste question. Alors, au moins, il y a parmi toutes vos questions, là, il y en a une dont la réponse va être simple, en tout cas à première vue. C'est l'origine de l'univers. La réponse est simple, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas d'origine de l'univers chez Aristote, il n'y a pas d'origine non plus du cosmos. Je vais expliquer la nuance, la subtilité entre les deux. Du point de vue aristotélicien, le monde est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas d'origine, donc pas de création. Sous cet aspect-là, on ne peut qu'être étonné que la tradition chrétienne ait pu annexer, entre guillemets, Aristote à la période médiévale, parce que vraiment, c'est en totale contradiction avec l'idée du moindre Dieu créateur. Alors, vous avez parlé de l'univers, on parle aussi du cosmos. Chez Aristote, en fait, cosmos et univers, j'entends par univers ce que lui dirait avec la formule « le tout ». Dans le fond, chez Aristote, il n'y a pas de différence entre le cosmos et l'univers, parce qu'il n'y a qu'un seul monde. Le cosmos, on peut dire en français le monde, si on veut. Il n'y a qu'un seul tout, par définition, et le tout coïncide avec le cosmos. Par exemple, chez les épicuriens, il y a plusieurs mondes dans l'univers. Chez les atomistes, vous avez plusieurs mondes, c'est-à-dire plusieurs mises en ordre des atomes qui forment une sorte de structure relativement cohérente et très cohérente et relativement close sur elle-même, une mise en ordre. Donc il y a plusieurs mises en ordre chez les atomistes. Et pour comparer avec Platon, en fait, on peut admettre qu'il y a chez lui une origine du cosmos, mais il n'y a pas d'origine de l'univers. C'est-à-dire le tout, la totalité, a toujours été là et n'a pas été créée. En revanche,
la mise en ordre sous forme de monde a été initiée par un démiurge. C'est du moins une représentation mythique que Platon nous offre. Et personnellement, et là je me distingue des lectures, d'autres lectures, personnellement je prends très au sérieux chez lui, puisqu'il insiste, il dit est-ce que le monde est né ou est-ce que le monde n'est pas né, et il répond il est né. Voilà, c'est clair. Je ne vois pas de raison d'éliminer cette version-là. Mais Aristote argumente pour dire qu'il n'y a qu'un seul cosmos qui correspond avec le tout, et il n'y a même pas de vide à l'extérieur du cosmos. Le cosmos est rond, il est sphérique, et Aristote exclut même, il y a tellement rien en dehors du cosmos qu'il n'y a même pas de vide. Et là, il se sépare complètement des atomistes. Inexistence du vide, aussi bien à l'intérieur du cosmos qu'à l'extérieur du cosmos. Et donc, c'est un monde éternel, puisqu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Exactement, il n'a ni début et ni fin, et Aristote argumente à partir du mouvement. En fait, il fait une argumentation qui part du constat sensoriel que le mouvement existe. Et le temps lui-même accompagne le mouvement. S'il n'y avait pas de mouvement, il n'y aurait pas de temps. Le temps est quelque chose du mouvement, on va dire ça comme ça. Il y a une théorie un peu plus élaborée, mais je vais pas l'aborder. Le temps est quelque chose du mouvement. Et donc, Aristote argumente en disant, si le monde avait un commencement, le mouvement aussi aurait un commencement. Et donc, il y aurait un moment du temps où il n'y a pas de mouvement et un moment du temps où il y a du mouvement. Mais c'est une absurdité selon Aristote, parce que ça voudrait dire que, alors même que le temps accompagne le mouvement, autrement dit, le temps n'existe pas sans le mouvement, ça voudrait dire qu'un moment avant le mouvement, ça voudrait dire qu'il y aurait un temps avant le temps. Voilà. Et il ne peut pas y avoir de temps avant le début du temps. Et il raisonne de la même manière pour la fin du mouvement et la fin du temps. Et s'il y a un mouvement, ça veut dire qu'il y a une réalité, en mouvement, donc corporelle, qui est animée de mouvement. Et évidemment, la réflexion physique d'Aristote va en revanche remonter à un principe premier. Donc je vous ai dit qu'il n'y a pas d'origine du cosmos. En revanche, il y a un principe premier du cosmos, mais qui n'a aucune valeur temporelle. J'espère que c'est clair. On va laisser de côté la notion d'origine, dont je peux considérer qu'elle implique un début dans le temps. En revanche, on remonte métaphysiquement à un premier principe qui est un premier moteur du monde qui, lui, doit avoir toujours été immédiatement en acte et n'avoir jamais été seulement de la potentialité. Et donc on remonte à un premier principe qui est purement acte, qui ne peut pas avoir de matière, je pourrais expliquer si vous le souhaitez après, qui ne peut pas avoir de matière et qui donc n'est pas l'origine du cosmos, mais qui est ce par quoi le cosmos est en mouvement et ce par quoi, dans le fond, le cosmos même est animé de vie, en définitive. Il y a la révolution des astres quand même qui montre un mouvement. Est-ce que c'est pas analysé sous forme de mouvement ? Tout à fait. La révolution des astres, d'abord il y a la première sphère, puisque, encore une fois, pour Aristote, le monde est sphérique. Donc ce que nous voyons, ce qu'il voyait dans le ciel avec des étoiles très brillantes, et qu'il voyait, je rappelle, beaucoup mieux que nous. C'est sûr, c'est vrai. Nous subissons la pollution lumineuse, et nous avons un peu perdu la nuit. Les anciens avaient un accès à la nuit que nous avons perdu, et à la beauté magnifique du ciel. Et c'est peut-être pas étonnant qu'en ayant eu cet accès à une telle beauté, un accès aussi immédiat, qu'ils aient considéré que le ciel était quelque chose de divin. Voilà, il y avait une culture de l'observation, de toute façon. Et une culture de l'observation, c'est-à-dire que notre science moderne a fait des progrès phénoménaux, mais n'importe quel petit enfant de Grèce, dans le fond, connaissait bien mieux le ciel que des adultes d'aujourd'hui, par cette espèce de contact. Et donc pour Aristote, le ciel qu'on voit la nuit, toutes ces étoiles, c'est une seule et même sphère, et qui est mise en mouvement justement par ce principe immatériel qui est le premier moteur. Et ensuite, on a effectivement des astres qui sont les planètes,
Alors la question de savoir est-ce qu'elles ont à chaque fois un petit premier moteur à elles toutes seules qui dépend du vrai premier moteur. Ce sont des questions importantes mais qui complexifient la chose. L'idée principale étant que chaque astre, chaque planète est elle-même portée par une sphère, une sphère qui tourne. Et en fait, vous avez là tout un travail astronomique assez compliqué, toute une histoire de l'astronomie qui passe évidemment par Aristote et qui passait déjà aussi par Platon et avant eux par les Chaldéens et des choses très Donc ça, c'est ce qu'on désigne par le monde supralunaire. Alors, je vais vous corriger tout de suite, D'accord, mais vous m'excusez, je vous rassure, vous n'êtes pas le seul à utiliser cette expression de monde supralunaire. Donc, il vaut mieux parler de région supralunaire, mais je vous rassure, beaucoup de gens parlent de monde supralunaire et monde sublunaire. Il n'y a qu'un seul monde. Donc, parlons de région. Et donc, effectivement, au-dessus de la sphère de la Lune et de la révolution de la Lune, et en dessous de la révolution de la Lune, il y a deux régions différentes, pas totalement hermétiques l'une à l'autre, si mon souvenir est bon. Et ces deux régions, en fait, donc ne sont pas sans contact. C'est pour ça que j'aime pas parler de deux mondes. De toute façon, il n'y a qu'un seul monde chez Aristote. Donc voilà. C'est comme le monde des idées chez Platon. Platon lui-même ne parle jamais de monde des idées. Voilà, on multiplie un peu les mondes dans nos manières de parler. Et donc, en fait, en deçà de la révolution de la Lune, les corps et les êtres sont soumis à la génération et à la destruction. Voilà. On appelle la corruption. Et au-delà, elles échappent. Et en deçà de la Lune, je termine juste, vous avez 4 corps fondamentaux élémentaires que Aristote reprend sans doute d'Empédocle, la terre, l'eau, l'air, le feu, et au-delà de la Lune, en gros, il n'y a plus que l'éther. L'éther qui serait un 5e corps totalement incorruptible, qui ne peut pas se transformer dans un autre corps, alors que les 4 que je vous ai mentionnés peuvent se transformer les uns dans les autres, c'est-à-dire subir des destructions, des corruptions et des générations. Et alors, justement, pour arriver quand même sur notre planète Terre, il y a au moins 3 degrés du vivant. Si on peut parler de degrés, le végétal, l'animal et le plus qu'animal, mais néanmoins animal, l'homme. Voilà, j'allais vous corriger tout de suite, vous m'excusez. En fait, c'est... parlons de degrés. Je pense que c'est une expression qui convient, en tout cas qui n'est pas un contresens. En effet, le vivant se manifeste de la manière la plus simple et la plus élémentaire dans les plantes. Et ce qui distingue les plantes de ce qui n'est pas vivant, c'est la faculté de se nourrir et de croître, et en imposant leur propre forme à l'aliment, et de se reproduire. Et puis après, il y a aussi la décroissance et la mort en un sens naturel. Ça, ce sont les fonctions élémentaires du vivant. En fait, les plus élémentaires de toutes, c'est la nutrition et la reproduction. Par la nutrition, l'individu, l'être mortel, se maintient individuellement, et par la reproduction, il se maintient comme lui-même, c'est-à-dire il laisse un autre lui-même après lui, et c'est par là que se comprend la notion d'espèce. La notion d'espèce, c'est parce que les individus tendent vers une forme d'éternité qui leur est individuellement interdite, inaccessible, et ils réalisent ce désir, cette tension vers l'éternité par le fait de se laisser eux-mêmes sous le même aspect. Et cette reproduction, manière, de se reproduire sous le même aspect, c'est ça l'espèce, le terme eidos. Et donc, effectivement, il y a un degré de complexité supplémentaire du vivant qui est l'animal. Alors, justement, quand même, le premier degré, c'est l'âme végétative. Tout à fait. Il faut qu'on le mentionne. Voilà, c'est l'âme végétative. Donc, ce qui explique le vivant, selon Aristote, c'est la présence d'une âme. Donc, les plantes ont une âme. Les plantes ont une âme. Maintenant, il ne faut pas
penser l'âme dans un sens religieux, dans Oui, un oui. sens moderne, etc., ce n'est pas la même âme que l'âme humaine. C'est la psyché Et quand même? oui, c'est psyché, D'accord, tout à fait. d'accord, ok. Psyché, Ouais. tout à fait. Mhm. C'est le même mot. Ok. Le terme de psyché renvoie à une étymologie qui désigne le souffle froid, le Mhm. froid, enfin voilà, D'accord. une sorte de chose comme ça. Mhm. Mais tout à fait, les plantes ont une âme, Oui. mais simplement cette âme se définit par le fait qu'elle ait cette potentialité d'effectuer un certain nombre Mhm. de fonctions, Oui. d'actes, d'activités, et cette fonction ou activité, c'est d'abord une activité de nutrition, Mhm. une fonction ou Oui. capacité de nutrition, Mhm. de croissance, de reproduction, Ouais. etc. La Donc fameuse. les plantes sont des êtres non seulement vivants, Mhm. ce qui n'était pas, Oui. pas spécialement un objet de doute dans Mhm. l'Antiquité, Oui. Oui. mais elles sont non seulement vivantes, elles sont des vivants, des zonta, Mhm. mais en plus elles sont des êtres animés, C'est des ça. empsuka, qui Mhm. ont en elles une âme, ce qui pour le coup n'était pas une idée foncièrement partagée dans l'Antiquité. Ouais. Mhm. Et ensuite, donc, le deuxième degré, l'animal. Voilà, l'animal. Alors en fait, selon Aristote, et Ouais. j'insiste bien selon Mhm. Aristote, ce qui cette fois fait le partage entre la plante et l'animal, Mhm. c'est une faculté absolument essentielle qui Mhm. est la faculté sensorielle. C'est ça. C'est la sensation. Mhm. Cette sensation, alors je m'empresse de dire que Oui. Aristote fait des définitions très tranchées, ça Mhm. ne l'empêche pas ensuite, dans l'observation de la nature, de dire qu'il existe des êtres qui semblent intermédiaires et dont on a du mal à les classer, soit totalement du côté des plantes, Mhm. soit totalement du côté des animaux, et ça Ouais. vaut notamment pour des animaux marins, Mhm. comme les Ouais. éponges, Mhm. dont Aristote avait déjà repéré qu'on ne Ah pouvait oui. pas les comprendre purement et simplement Mhm. comme des plantes, Oui, et oui, que oui. ça devait être aussi des Mhm. animaux, Mhm. parce que ça semblait manifester une sensation. Ouais. Alors, je reviens maintenant à la théorie Oui. de l'essence même de l'animal et l'essence même de la plante. Là, Aristote est tranché, il est Mhm. catégorique. Ouais. Ce qui définit l'animal, c'est la possession de la sensation, C'est ça. et la première de toutes les sensations, à savoir la sensation du toucher. Mhm. C'est un acte important que fait Aristote et qui est la source d'une très très grande richesse de sa compréhension de l'animalité et de sa compréhension par conséquent de l'être humain, car l'être humain est une espèce animale. Eh oui. Donc on ne peut pas comprendre l'être humain chez Aristote Mhm. si on le sépare de Eh l'animalité. oui. La science moderne, à partir de Darwin, a très heureusement reconduit notre compréhension de l'être humain dans son règne propre, à savoir Mhm. le règne animal. Oui. Les êtres humains sont des Eh animaux, oui. ça n'est pas une insulte, C'est ça. et le terme d'ailleurs de zoon dans Mhm. l'Antiquité n'est absolument pas une insulte, Mhm. ni Oui. une Ouais. insulte, ni péjoratif. D'accord. Le terme péjoratif, c'est l'équivalent en français de bête, les Mhm. bêtes, Ok. les terrias. D'accord. Ça, effectivement, ça peut être Mhm. assez péjoratif, ça l'est généralement. D'accord. Mais les zoas, Mhm. les animaux, le zoon, l'animal, Oui. ça n'est absolument pas péjoratif. Mhm. Et les anciens, je fais cette parenthèse, les anciens, les Grecs, ne disent pas l'être humain et les animaux, comme s'il y avait deux groupes. D'accord. Ils disent tout le temps l'être humain et les autres animaux. Mhm. Voilà, Ok. les autres Ouais. animaux. Ouais, ouais. Malheureusement, dans les traductions, même encore aujourd'hui, Mhm. des textes grecs et en particulier des textes des philosophes, D'accord. très souvent, les gens se croient obligés de traduire les autres vivants. Ah. Mais non, c'est Ah oui, bien ah oui. les autres animaux. Il ne Mhm. faut pas Mhm. assadir, Mhm. et je crois qu'il faut D'accord. définitivement, plus Oui. de 2 siècles après Darwin, Mhm. que tout le monde s'habitue et accepte que l'être humain est une espèce animale Eh compliquée, oui, oui. avec C'est un ça. intellect que On va les y autres arriver. animaux n'ont pas. Et oui. Alors, juste quand même pour revenir à l'animal et la Oui. sensation, en fait, cette sensation est objet de désir. Alors, en fait, oui, il y a quelque chose comme ça. Je vais Ouais. simplement, si vous me permettez, le Oui. reformuler un Oui, petit oui, peu bien sûr. différemment. Je dirais plus exactement que la sensation ouvre au désir. Elle Mhm. ouvre la capacité de désirer. Oui. Oui. En fait, la sensation telle qu'elle est pensée par Aristote, Mhm. donc qui refuse aux plantes, Oui. ce qui est un débat en soi, Oui, c'est vrai. C'est vrai. Platon Mhm. a accordé de la sensation aux plantes, Ok. et la science la plus contemporaine Oui.
voilà, Oui, oui. réfléchit un peu sur la chose C'est sans vrai. prêter de la conscience. C'est encore autre Oui, chose. oui. Mais voilà. Donc, la sensation chez Aristote, c'est vraiment le cœur de l'animalité et la racine, je dirais presque, parce qu'en fait, c'est une fonction psychique, Mhm. une fonction vitale qui va ouvrir beaucoup d'autres fonctions. Et en fait, parler de l'animal comme d'un être sensoriel, c'est dire énormément de choses sans même s'en rendre compte. En Mhm. effet, dans la sensation, vous avez la sensation des couleurs, Oui. des odeurs, Mhm. etc. Mais vous avez une dimension qui apparaît, qui est Eh oui, le plaisir sensoriel. c'est ça. Et vous avez la douleur aussi qui Mhm. apparaît, la Eh douleur oui. sensorielle. Donc en fait, la Mhm. sensation, non seulement elle nous ouvre au monde par la perception des couleurs, des odeurs, etc. Mhm. Non seulement elle est déjà une ouverture à soi-même et à la conscience de soi, même chez les autres animaux, puisque Oui, oui. Aristote nous dit sentir, c'est sentir qu'on sent. Voilà. On se rend compte Il qu'on y a une sent. forme de conscience, oui. Exactement. Il y a Mhm. une forme de conscience. Alors, on ne va pas mettre dans la conscience du ver de terre toute Oui, la conscience qu'il peut y avoir chez l'être humain comme bien sûr. animal doué de logos, Mhm. évidemment, Eh oui. évidemment. Mhm. Mais non, il y a déjà une forme de conscience. C'est ça. Sentir, c'est toujours se rendre compte qu'on sent. Mhm. Donc, se rendre compte, c'est déjà avoir conscience. Voilà, et comme vous le disiez, il y a déjà cette notion de plaisir et de douleur, donc Et on sait voilà, faire, ça on nous sait ouvre. nuancer. Il y a Mhm. certaines sensations qui ne causent ni plaisir ni douleur, Mhm. mais il y en a beaucoup, effectivement, qui Ah nous oui, procurent du plaisir c'est ça. et de la douleur. Mhm. Or, Mhm. dans le plaisir, nous avons déjà quelque chose de dynamique. Mhm. C'est-à-dire que quand vous percevez, quand vous voyez simplement du rouge, vous sentez simplement du chaud. Oui. Mhm. Le contenu Mhm. chaud a quelque chose de statique. C'est un contenu sensoriel, c'est du chaud. Mhm. Mais si en plus c'est plaisant, si ça vous donne du plaisir, là il se passe quelque chose qu'Aristote compare de manière analogique, qu'il compare à une sorte d'affirmation. Dans le plaisir, en fait, la chair par laquelle on sent la chaleur, Mhm. elle dit oui. Voilà, elle dit oui à Ah, cette sensation. Le d'accord. plaisir, c'est cette façon de dire oui Mhm. au contenu sensoriel. Le Oui. contenu sensoriel, tout d'un coup, nous ouvre à une attitude dynamique et non plus statique. Et cette attitude dynamique, c'est une attitude qui fait qu'on va le rechercher. Or, ce dynamisme de la recherche, ce qui permet cette dynamique, c'est le désir. Voilà. Eh oui. Et donc, la sensation nous ouvre au désir. Mhm. Et le désir lui-même, à son tour, c'est le cœur de ce que Aristote va appeler la faculté motrice, la faculté de se Oui. déplacer, Mhm. qui va être réalisée d'une espèce animale à l'autre de manière plus ou moins élevée, selon que le corps lui-même est organisé avec des organes Mhm. permettant la locomotion Eh oui. ou ne la permettant pas. Mhm. Aristote lui-même a écrit un petit texte sur la marche des animaux, la locomotion D'accord, des ah oui. animaux. Mhm. Mhm. Franchement, c'est incroyable de voir un Ah oui. philosophe comme ça qui s'intéresse aux Mhm. manières de se déplacer, de Oui, oui, ramper, oui. de marcher, de voler, Mhm. de nager, etc. Et qui va justement chercher dans la configuration organique du corps l'effectuation de fonctions psychiques supérieures, Mhm. et qui manifeste la présence donc d'une faculté motrice, C'est ça. et au cœur de cette faculté motrice, il y a le désir, la Mhm. faculté désirante, qui Oui. doit être en association avec une faculté de représentation, Mhm. parce qu'il faut effectivement Eh oui. avoir une Des idées faculté ou... qui Mhm. présente l'objet au Mhm. désir, C'est ça. qui présente le plaisir Eh par oui. la sensation, ou alors chez l'être humain, Mhm. on va au-delà du simple plaisir sensoriel, mais même chez les animaux, si vous me permettez de terminer, Oui, oui. en fait, la sensation nous ouvre aussi encore une autre faculté, on pourrait même dire deux autres facultés, mais tout D'accord. ça, en fait, est-ce que ce sont plusieurs facultés ou est-ce que ce sont les mêmes? Mhm. Il nous ouvre encore à l'imagination et à la Mhm. mémoire. Donc c'est énorme, Oui. parce qu'en fait, l'imagination est pensée par Aristote comme presque une sorte de dérivation de la sensation, Mhm. une sorte de sous-produit. Donc, Oui. est-ce que c'est une faculté pleine et entière ou est-ce qu'elle est complètement Mhm. encore sous la dépendance de la sensation? Les Oui, deux oui. peuvent se défendre. Mhm. Moi, je Mhm. dirais plutôt qu'elle est beaucoup sous la dépendance, Oui. Mhm. mais c'est pas exactement la sensation, puisque dans la sensation, Oui. on a nécessairement la coprésence de l'objet senti Oui. et du sujet sentant. Que Oui. l'imagination permet déjà cette sorte de libération
et d'autonomisation de l'animal. Eh oui. Madame Merker, merci beaucoup pour cette première partie parce que c'est tellement passionnant et qu'il y a tellement de choses à dire que finalement on va faire 2 émissions consacrées à Aristote. Donc on va donner rendez-vous la semaine prochaine aux auditeurs pour écouter la suite et là on parlera de l'homme, du bonheur et de la société. Merci beaucoup Madame Merker. Merci à vous. Et à très vite. Au revoir. À bientôt. Au revoir.